immense lac de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et généreuse forêt, ponctuée ici et là d'une kyrielle de petites îles. On pourrait presque se croire au Canada, mais nous sommes bien en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin, sur le lac de Vassivière. L'endroit idéal pour vous inviter à explorer le parc naturel régional de Millevaches. Bergers, naturalistes, artistes, vous allez rencontrer des femmes et des hommes qui ont choisi de vivre et de s'épanouir dans ce pays exigeant mais généreux. Cap sur le plateau de Millevaches, grandeur nature. D'une altitude moyenne de 800 mètres, le plateau de Millevaches est un grand espace granitique aux confins du Massif central. On surnomme parfois cette région le château d'eau de la France. Il faut dire qu'on y trouve un nombre impressionnant de lacs, de cours d'eau, mais également de tourbières. C'est dans celle du Longérou, la plus vaste du Limousin, que Lise et Fabrice ont choisi d'exercer leur métier de berger-éleveur. Je vous dérange les filles. Salut Lise, salut Bonjour. Fabrice. Salut. Non, t'inquiète pas, elles vont se recoucher. Ça va bien. Très bien. Tu as viré. C'est d'une quiétude incroyable là, quand on arrive. Et en fait, il y a beaucoup de bêtes, j'en voyais que quelques-unes. Non, en fait, elles sont toutes là, mais il y a 400 brebis. Voilà. Donc, du coup, on garde 400 brebis. Et beau troupeau, 400. Oui, on est content, ouais. Mais en fait, elles sont pas toutes à nous. Il y a trois éleveurs. En fait, là, elles font. Les brebis, c'est des animaux qui sont assez rythmés. Et donc là, c'est le repos. La chaume, on appelle ça. La chaume, voilà. Et c'est vrai que le repos dure entre 3 et 5 heures. Ça dépend du temps qu'il fait et de la quantité d'aliments qu'elles ont mangé le matin. Allez les filles, on décolle. Allez, venez. Fabrice et Lise, c'est une belle histoire écrite autour d'une passion commune, la vie au grand air. Doucement, c'est bien les filles. Doucement, c'est bien. On pousse, c'est bien. Il y a 2 ans, ils ont repris une ferme sur le plateau et un troupeau de 300 brebis. Lui est breton, moutonnier pur jus. Elle est moitié corse, moitié aveyronnaise. Ingénieure agronome, elle a choisi de troquer la souris d'ordinateur pour le chien de berger afin de vivre ensemble une aventure sur le plateau de Millevaches, celle du pastoralisme. Sur le plateau de Millevaches, il y a eu des bergers et des bergères, beaucoup de bergères d'ailleurs, je pense, avant-guerre. Et après-guerre, donc il y a eu l'exode rural et les plantations, comme vous voyez, de sapins. Et du coup, l'élevage a périclité et les bergers et les bergères aussi sont partis. Et aujourd'hui, nous, on voulait remettre en place ce type d'activité-là, donc la garde par le pastoralisme. Donc en fait, on garde nos brebis de juin à octobre ici. Et pendant ce temps, en fait, on fait nos foins sur notre exploitation agricole, ce qui nous permet en fait d'avoir un petit peu plus de stock, un petit peu plus de foin. Alors tu m'as pas présenté tout le monde dans la famille, c'est qui? Non, c'est Faya. Elle a 7 ans, puis c'est un border. Voilà, un chien de travail. On l'utilise tous les jours pour conduire le troupeau. Je ne sais rien faire sans elle. Tu peux me faire une petite démonstration? Oh bah oui, avec plaisir. À gauche, à gauche. À droite, droite, c'est bien. Faille à droite, c'est bien. Droite, c'est bien, droite, c'est bien. La stop, pas bouger. Ah, on la voit derrière là, waouh, super. Viens au pied, viens. Viens au pied, viens. Viens au pied, c'est bien. Que c'est compliqué de se déplacer dans cet endroit. Il y a des trous partout en fait. C'est le propre d'une tourbière, c'est ça? Ouais, c'est une tourbière. C'est ce qui fait la tourbière. Les mouliniers, les touradons qui poussent au bout de 30 ou 40 ans, qui forment des tourbes. Mais alors, qu'est-ce qu'elle mange ici qui est si bon pour elle?
En fait, ce qu'ils mangent ici, c'est la molinie. La molinie, c'est de l'herbe en L'herbe, fait. c'est l'herbe, hein. en fait. Ouais. Ça, c'est les pousses des autres années qui ont peut-être 4 ou 5 ans. Sur les tourbières, la molinie ne se dégrade pas au bout de très longtemps. Donc elle mange cette herbe-là, qui pousse tous les ans. Mais est-ce que c'est bien pour cet endroit que les brebis viennent? Bah, c'est bien parce que dans quelques années, si nous ne venons pas avec des brebis ou d'autres personnes avec des vaches, ça va se refermer du coup encore comme en face, là-bas où c'est vraiment humide. Les bois feuillus vont commencer à être majoritaires et au bout de certain nombre d'années, le milieu va être fermé, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire qu'en venant ici, tu entretiens le milieu en fait. On entretient le milieu, voilà. On fait une action pour nous parce que ça permet de sortir de ruines d'exploitation, éviter qu'elles se parasitent. Et ici, on entretient le milieu en ouvrant le paysage, en laissant du moins le paysage ouvert et en améliorant la flore. Puis c'est agréable quoi, quand il fait un temps comme ça. Ah, je dois dire que là, je regarde et c'est beau Ouais. et on se sent bien quoi. Voilà, les voisins sont pas trop chiants, donc c'est cool, quoi. What if she runs by the sea, just like the old willow said she would in her dreams. Song to the sand, barefooted she strides. On comprend pourquoi le Conservatoire des espaces naturels et le Parc régional de Mille Vaches soutiennent l'activité de Lise et Fabrice. Car ces tourbières sont des endroits rares en France, aussi fragiles qu'exceptionnels. Au Conservatoire des espaces naturels, votre mission, c'est notamment de préserver ces endroits, ces tourbières. Quel est l'intérêt? À quoi ça sert une tourbière? La tourbe qui est sous nos pieds, elle fonctionne comme une éponge. Donc en période de grosse pluviométrie, elle va se gorger d'eau. Donc elle va limiter la vitesse de l'eau et donc limiter les crues. Et à l'inverse, en période de basse eau, en période d'étiage, elle va redonner l'eau qu'elle contient au cours d'eau et ainsi permettre la recharge des nappes et la vie piscicole. Donc tu m'as donné cet outil, j'imagine que c'est pour aller un peu chercher au fond ce qu'il peut y avoir. Comment ça se manipule, je te laisse faire. Voilà, alors on peut essayer d'aller chercher un peu de tourbe, voir ce que ça donne. Il y a quelle profondeur là, sous nos pieds? Alors sur le Longeron, on a une profondeur moyenne d'1 mètre, 1 mètre 50. Il faut combien de temps pour constituer cette tourbière? Alors la sphaigne pousse très lentement, et il faut à peu près un siècle pour que la tourbière s'épaississe d'1 centimètre. Bon, là j'en ai pas beaucoup, mais voilà ce que c'est que la tourbe. En fait, c'est l'accumulation de la matière organique qui ne se dégrade pas. Et ici, la tourbe, elle était essentiellement faite avec de la sphaigne. Donc là, j'ai dans ma main, allez, c'était à quoi, 50 cm, Ouais, quelque chose qui 20 s'est dégradé. Ouais, on est quand même en plusieurs milliers d'années, quoi. Oui, voilà. Quel endroit incroyable, on dirait une pluie de météorites, où on s'attend à voir sortir des lutins. D'où viennent ces pierres? Alors en fait, ces pierres, tout bêtement, elles proviennent de l'érosion des versants. C'est-à-dire qu'elles sont descendues des montagnes. Voilà, oui. Suite aux glaciations, au gel, au dégel, elles sont arrivées en bas de pente. J'entends toujours dire que ces tourbières sont des réserves de biodiversité incroyables. C'est réellement le cas? Oui, c'est réellement le cas. L'exemple le plus frappant, ici on a un petit lézard qui s'appelle le lézard vivipare et il a une particularité, dans son sang il contient un antigel. Et donc cet antigel, il est étudié pour la conservation des organes en cas de transplantation. Une molécule rare, quoi, en quelque Voilà. sorte. Est-ce que tu considères que ces tourbières, elles sont à protéger, à sauvegarder, au même titre qu'une cathédrale, qu'un château, qu'un monument historique? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. On les conserve, on nous les a donnés, on les conserve pour les léguer aussi à la génération qui viendra, tout comme on le fait pour les monuments historiques. Et les tourbières, en plus, remplissent beaucoup de fonctions, donc on a tout intérêt à les garder. Si je comprends bien, ça se termine comme ça, la journée, à côté de la caravane et du troupeau? C'est vrai que normalement, à la fin de la journée, on se retrouve Ouais, à la caravane. calme. Voilà, avec les brebis qui vont donc dormir à côté de nous dans le parc de nuit là, que vous voyez derrière. au Voilà, filet. jusqu'à demain matin, 6h. Qu'est-ce que vous trouvez là quand vous passez ces quelques semaines sur le plateau, en plein air, dormant dans la caravane et puis partant dans les tourbières avec le troupeau? Lise? Je pense que c'est de la simplicité, retrouver de la simplicité dans la vie, retrouver le lien avec l'animal et la nature. C'est pas du nomadisme, mais presque. C'est pas du nomadisme, non, parce que Non. les vrais nomades, on va pas. Voilà, les vrais nomades, voilà, ils On sont. n'arrive pas à la cheville. Non, voilà. Ouais. Nous, on fait du semi-nomadisme et on aime Sur le plateau voilà, de ouais, vache. sur le plateau, donc on n'est pas non plus. Mais on est voilà,
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu en vous rencontrant, c'est de réaliser que le pastoralisme, qui pourrait paraître d'un temps un peu révolu, en fait, ça a sa place aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est le présent et l'avenir, oui, tout à fait. En fait, on remet en place en fait, ce qui existait auparavant sur le plateau. Donc on réinvente rien, mais par contre, on remet au goût du jour quelque chose qui nous plaît, voilà, et qui a du sens et de la cohérence pour nous, en tout cas. Donc on aime. Alors on va porter un toast aux tourbières de Longéroux, Voilà. à Lise, à Fabrice Et au plateau de et à Mivache. Marie-Caroline. Oui. Allez. Et à la tourbière. Hop, merci. Le plateau de Millevaches est le terrain rêvé pour les amateurs d'aventure. Celle que Florent va partager avec Eric est arrangée dans la catégorie sportive. Alors Florent, explique-moi où est-ce qu'on se trouve. Alors là, nous sommes donc sur la Molde, sur le plateau de Millevaches. Et nous sommes donc sur la rivière qui alimente le lac de Vassivière. C'est une petite rivière qui fait à peu près combien de distance? Alors là, la Molde est une rivière qui est très longue, qui fait plus de 70 km. Mais là, actuellement, on est sur une portion qui fait 6 ou 7 km et qui part du lac de Faux, depuis l'usine hydroélectrique, et qui va se jeter sur le lac. Donc là, on fait juste une petite portion sur un lâcher d'eau d'EDF. Quel âge tu avais quand tu as fait pour la première fois cette descente sur cette rivière, la Molde? C'était à mes tout débuts de kayak, j'avais 7 ans à peu près. Et à 7 ans, tu te souviens de ce que tu avais ressenti en naviguant ici? De la peur, mais aussi des belles sensations, des premières belles sensations aussi en kayak qui m'ont peut-être aussi donné envie de continuer cette discipline. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'on est entouré d'une nature, alors j'allais dire sauvage, mais on sent qu'il y a quand même l'emprise de l'homme qui est là, en tout cas préservée. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un environnement très préservé tout simplement. Mais parce qu'il y a quand même peu d'habitants, hein. Donc la nature reprend facilement ses droits. Et aussi du coup, il y a peu quand même de pollution. Regarde, on va en profiter pour faire un petit arrêt. Et regarde, est-ce que tu vois cette butte qui est juste devant là? Ouais. Et bien en fait ici, nous sommes sur le site d'anciens barrages, enfin plutôt des étangs, qui datent d'avant la Révolution, qui appartenaient en fait à l'époque aux moines. Donc pour se procurer du poisson frais, ils avaient des sortes d'immenses pêcheries, donc ils avaient toute une succession d'étangs. Donc à la Révolution, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont ouvert aussi toutes ces digues, donc, et l'eau s'est engouffrée et a libéré plein de terres fertiles dans la vallée. Et ils ont récupéré toutes les belles terres pour cultiver. Je vois des portes de slalom, ça signifie que c'est aussi sportif, cette rivière. Oui, alors voilà, ici c'est le petit parcours de slalom pour s'échauffer avant les rapides, que l'on va aller affronter Ah, tu me donnes envie. de ce coup de pagaie. Allez, c'est parti. J'essaye de passer la porte, Alors, Sans reverse en toucher. descendant. sans toucher. Ah là, ah là là, ah là, 2 secondes, ouais, je n'ai même pas passé. Et la 6, la 6. On arrive au pont. Voilà, là c'est bien. Ah, ah, ah. Et on est arrivé au lac. C'est la fin. Quel spectacle, ça s'ouvre tout d'un coup devant nous. L'horizon devient XXL. Et encore, on voit pas tout, hein. On voit qu'un petit bout. Ce n'est pas un lac naturel, c'est une création de l'homme. Dans quelles circonstances? Alors oui, en effet, c'est l'homme qui a construit ces barrages après-guerre, donc dans les années 50, tout simplement dans une démarche de produire l'électricité. Aujourd'hui, c'est un espace fabuleux pour les amoureux de la nature, du sport comme toi. C'est un très beau terrain de jeu, oui, pour tous les passionnés de sport nature et puis de nature en général même. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi beaucoup de patrimoine à découvrir, il y a de la culture également, et puis après il y a aussi tous les loisirs de randonnée, de cueillette de champignons. Je me trompe ou ici tu as trouvé un certain équilibre, toi? On vit avec les saisons ici et c'est ce qui est quand même chouette, de se reconnecter à la nature et
Puis aussi de découvrir du coup les gens dans un milieu autre que le stress éventuellement qu'il peut y avoir en ville ou des choses comme ça. C'est un bon équilibre de vie ici. On a l'impression d'être dans une vie vraie. Voilà. Si Bassivière est devenu un lieu incontournable en Nouvelle-Aquitaine, c'est bien sûr pour ses plages, ses paysages, sa nature, mais pas seulement. C'est ici qu'est installé un espace d'art contemporain unique en son genre. Le Centre international d'art et du paysage, créé en 1991. On peut y découvrir en pleine nature des œuvres d'artistes de renom. Parmi ces œuvres, il y en a une très curieuse. Elle est immense et pourtant on ne la voit pas à première vue. La preuve, je suis en train de marcher dessus. Ces lignes tracées au sol avec une substance minérale ne se révèlent que lorsque l'on prend de la hauteur. On découvre alors une immense licorne créée par Yona Friedman. Elle fait 324 mètres de long, soit l'équivalent de la Tour Eiffel. D'où son surnom, la licorne Eiffel. C'est ce qu'on appelle du land art. Né dans les paysages désertiques de l'Ouest américain à la fin des années 60, ce courant de l'art contemporain consiste à utiliser des matériaux de la nature et à créer des œuvres en plein air. Marc Pouillet fait partie de ces artistes pour qui la nature n'est pas seulement un objet de représentation, mais se retrouve au cœur de la création elle-même. Explique-moi ce que tu recherches ici, Marc. Je cherche pas, je vais trouver, là. Je suis obligé de faire d'observer. C'est la première des démarches, d'être dans des lieux comme ça, puis de vraiment très concentré sur, parce qu'on peut trouver des trésors un petit peu partout sous nos pieds. Là. Alors là, en l'occurrence, il y a plein de pommes de pin, comme je vais faire l'installation tout à l'heure avec les pommes de pin. Je vais ramasser des pommes de pin. Alors, je te propose une contribution. Est-ce que ça te plaisir. convient ? Oui, parce que la récolte, c'est souvent le moment le plus... un moment très important, quoi. Donc, c'est bien de participer. Donc voilà, j'ai choisi... J'avais déjà ramassé des choses, des pommes de pin, du lichen, des fougères que j'ai trouvées autour, là. Magnifique, magnifique le lichen. Hein. Je vais faire mon installation ici. J'ai choisi l'endroit parce que c'est plus avec avoir... Parce qu'en fait, le plus important, c'est l'environnement. Ça va pas être ce que je vais faire, là. Ça va être le pont. En fait, c'est presque une offrande au lieu. Je pense que je vais faire ici avec le... Alors, je vais commencer à essayer de faire un cercle. Alors, j'ai déjà eu plein d'aventures avec les pommes de pin parce que quand tu fais les installations comme ça, il ne faut pas qu'ils se mettent à faire froid d'un seul coup ou pleuvoir parce qu'elles peuvent se refermer. Après, c'est une matière vivante. Mais tout est vivant, c'est ça qui est fabuleux, c'est l'utilisation après de la découverte de la matière en l'utilisant. Je vais peut-être utiliser le lichen pour... Alors des fois, j'ai un peu des scrupules parce que quand on regarde ça dans le détail, il n'y a besoin de rien faire, quoi. C'est beau tout seul. Tu es en contact avec cette nature physiquement, hein, contrairement au peintre qui a le pinceau qui est l'intérieur. Tout est... Moi, je suis pas mystique, tout ça, mais il y a quand même un moment, des fois, on se pose des questions. Enfin, on fait vraiment partie de la nature. Ouais. C'est ça qui est magique, quand même. Je sais pas, tu veux... Allez, je vais t'aider. Attends, peut-être avec le sécateur, parce que... Ce sera plus facile et plus propre. Ouais, quoique. Il y a dans ton travail une recherche esthétique, c'est évident, mais il n'y a pas que ça, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la reconnexion à la nature. Est-ce que je me trompe ?
Non, t'as tout dit. C'est ça. C'est même ce que j'essaye. Enfin, je ne sais pas vraiment de faire passer des choses. Moi, j'ai pas. D'abord, il n'y a pas de message. Mais s'il y en a un quand même, bah, c'est d'apprécier. Enfin, voilà, le bonheur, il est là, quoi. On l'a sous les yeux, sous les pieds. Parfois, on marche dessus. Il suffit d'observer, de récolter. Et puis, voilà, c'est ça qui est important pour moi, le plus important. Mais dans ton travail, il y a cette phase qu'on a vécue avec toi d'ouverture, te laisser imprégner par ce que tu as autour. Bien sûr, ouais. C'est même la démarche absolue, quoi. C'est de se lâcher, la grande expression du moment, lâcher prise, puis se laisser imprégner, comme tu dis, partout, par les éléments. Et là, on a le soleil, la pierre, l'eau. Le landart, comme je le fais, moi, c'est très lié à l'enfance, en fait. Dans les installations, parce qu'il faut retrouver son âme d'enfant. Et alors là, doublement, parce que moi, quand j'étais enfant, je passais mes vacances dans la Creuse, c'est ce qui m'a fait venir choisir cet endroit. Et j'allais à la pêche aux écrevisses avec mon père. Donc là, j'ai les pieds dans le sang, tout est là. Si la nature du plateau de Mille Vaches nourrit l'imaginaire de certains, il arrive aussi qu'elle en nourrisse d'autres, au sens premier du terme. Amandine s'est spécialisée dans la cueillette sauvage et la cuisine de plantes comestibles. De l'Aquilée millefeuille. On va en prendre. Alors là, tu es en train de cueillir des fleurs. Donc précise, ce n'est pas pour faire un joli bouquet. Qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, je les mange. En fait, je mange les feuilles là plutôt. Ce qu'on va faire, c'est l'utilisation des feuilles. L'Aquilée, ça vient de Achille, le héros grec, qui utilisait ces feuilles parce qu'elles ont des vertus hémostatiques. C'est quoi hémostatique? Hémostatique, c'est sur les blessures. C'est ce qu'on met sur les blessures pour stopper le sang. Donc il aurait soigné ses soldats dans l'Antiquité en mettant de l'Aquilée. Voilà. Donc d'où le nom Aquilée millefeuille, puisque ça s'écrit Achillée. Voilà. Cueillir des fleurs pour se nourrir, l'air de rien, c'est un geste ancestral pour l'humanité. L'agriculture n'a que 10-12 000 ans. Oui, tout à fait. Un peu moins même. Mais effectivement, la première activité de nos ancêtres, c'était la chasse et la cueillette, les chasseurs-cueilleurs. Donc on récupère dans la nature tout ce qui était intéressant, aussi bien au niveau nutritif, enfin alimentaire, qu'au niveau des soins que ça pouvait apporter, effectivement. Donc ça fait très longtemps qu'on a cette connaissance-là de l'utilisation des plantes pour se nourrir, sachant que les plantes sauvages, elles sont très résistantes. Et aujourd'hui, elles résistent à l'homme. Et du coup, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup moins fragiles que ce qu'on fait pousser, nous, les plantes des jardins. Alors qu'est-ce que tu nous prépares, Amandine? On va faire des boulettes de chèvre à l'Aquilée millefeuille. Avec, pour terminer et faire joli et rendre plus comestible encore, on va rajouter des fleurs comestibles sur les boulettes qu'on aura faites. Comment tu t'es retrouvée sur le plateau de Mille Vaches? Parce que tu n'as pas de la famille ici, toi, à l'origine. Je me suis fait une famille, en fait. Je suis venue avec mon fils rejoindre mon compagnon que j'avais rencontré, qui vivait ici. Donc, Tu venais de Paris? Oui, moi je venais de Paris, enfin de la banlieue parisienne. Et alors tu as découvert quoi en arrivant ici? J'ai découvert le rapport à la nature permanent, y compris l'hiver. Parce que quand on est parisienne, quand on est urbain, on va dans la nature en général plutôt à la belle saison. Donc on ne voit toujours que un même côté de cette nature. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vis sur les 4 saisons. En fait, je vis au cycle de la nature. Bon, c'est pas fini cette recette, je veux déguster. Comment on la touche? Alors, on va mettre des petites fleurs dessus pour terminer, pour que ce soit plus joli. Donc, on va prendre du serpolet. Donc, on peut en mettre pas trop quand même. On met les petites fleurs dessus comme ça? Les petites fleurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu la plantes carrément dedans? Carrément, moi je la mets parce que ça va être difficile. Bien l'heure de la dégustation. Allez. On y va. On trinque au fromage? Hop. J'adore.
C'est très très bon. T'as vu là qu'il est, là, ça a une puissance. Hein. Il suffit de peu de choses Oui. finalement pour magnifier déjà un bon fromage, mais qui prenne une autre dimension. Je voulais te remercier, Amandine, parce que tu nous as trouvé également cet endroit, granit, bois, eau. C'est quand même un parfait résumé des richesses naturelles du plateau de Mille Vaches. Et puis tu m'as fait découvrir comment profiter des bienfaits de la nature. Merci à toi. Merci Eric. Et C'était j'en reprends un plaisir. petit. Bah, t'as raison. Allez, Allez, moi je prends la bruyère. et à la tienne. Vachement bon.